va passer la parole maintenant donc, à Anne-Céline Martin, donc cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, et qui va aborder, elle, les aspects post-opératoires et la gestion d'une complication cardiaque post-opératoire chez le coronarien. Merci Jean-Luc. Alors, merci de l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors, on en a parlé un petit peu précédemment déjà, mais les complications post-opératoires, elles sont fréquentes et potentiellement graves. Alors, les complications cardiaques post-opératoires, il y en a de différents types. Ce qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est l'ischémie myocardique, c'est celle que l'on redoute. Quand on fait le point sur ce que nous disent les cardiologues de cette ischémie myocardique, elle procède de deux entités finalement. L'infarctus du myocarde, qui est défini par une élévation de la troponine associée à une preuve d'ischémie, qu'elle soit clinique, électrique ou échographique, d'une part, et d'autre part les lésions myocardiques, qui elles sont définies par une élévation d'un biomarqueur, une élévation de la troponine. Et dans un contexte post-opératoire, on parle de MINS, de myocardial injury after non-cardiac surgery. Alors pourquoi aller s'intéresser à cet événement? Eh bien parce que cette élévation biologique a une pertinence clinique. Quand on regarde cette étude du groupe canadien Vision sur un collectif de 22 000 patients de plus de 45 ans opérés d'une chirurgie non cardiaque plutôt majeure et qui ont eu un dosage systématique de la troponine post-opératoire, eh bien 14% d'entre eux vont avoir une lésion myocardique qui est asymptomatique dans la plupart des cas et qui survient à la 48e heure le plus souvent. Et le résultat majeur de cette étude, c'est que les MINS, comme l'infarctus du myocarde, eh bien, sont des facteurs pronostiques indépendants de mortalité à 30 jours. C'est-à-dire qu'un patient qui élève sa troponine en post-opératoire meurt davantage, avec une mortalité multipliée par 3 à 30 jours et augmentée de 50%. À 1 an. Donc c'est une réelle complication, mais ça nécessite d'avoir un dosage de la troponine post-opératoire. Alors, au risque de vous décevoir, il n'y a pas énormément de données sur la prise en charge post-opératoire spécifique de ces lésions. Évidemment, et ça vous a été montré précédemment, il faut corriger toujours les facteurs de stress myocardique, l'hypotension dont on a parti, l'hypoxie, la tachycardie, l'anémie, l'hypovolémie, l'hypothermie, la douleur, etc. Donc ces facteurs de stress myocardique dont la correction est initiée en péropératoire, eh bien, doit se poursuivre en post-opératoire. Est-ce qu'il y a des prises en charge spécifiques? Finalement, on va régler le compte directement de l'infarctus du myocarde avec élévation du segment XT. Il n'y a pas de particularités et de spécificités qui sont liées au post-opératoire, dans le sens où vous avez besoin d'un cardiologue et que le but, c'est quand même une coronarographie pour une revascularisation. Le challenge et les discussions pluridisciplinaires qui sont nécessaires, c'est autour du traitement antithrombotique dans ce contexte post-opératoire où le surrisque hémorragique est évidemment prédominant. Concernant les MINS, donc ces lésions qui nécessitent un dosage de la troponine, finalement, les choses sont moins claires. Pendant longtemps, on les a regardées seulement. Et puis, de façon un peu empirique, on a testé l'aspirine et une statine, comme on ferait un peu dans l'infarctus du myocarde. Et c'est actuellement encore le traitement qui est recommandé sur la base de données de faible niveau de preuve, une sous-étude, sous-analyse de l'étude POISE sur 415 patients qui montre en effet que l'aspirine réduit de 50% la mortalité à 30 jours des patients qui ont une lésion myocardique post-opératoire et la statine a un effet en réduisant de 70%. Et ces données-là ont été répétées, on va dire, sur un outcome plus large d'événements cardiovasculaires majeurs, où l'intensification d'un traitement post-opératoire, qui peut être principalement l'implantation d'aspirine ou de statine, mais qui pouvait être également des bêta-bloquants ou des IEC, eh bien, permettait à ces patients avec un MINS eh bien, de retrouver un risque sur la mortalité identique à ceux qui n'en avaient pas eu. Alors,
on passe finalement d'un concept où on avait un marqueur de risque, cette troponine augmentée, à un facteur de risque qu'il convient de dépister, de chercher, parce que manifestement, eh bien, l'aspirine et des statines ont un effet bénéfique sur la valeur pronostique. Pour aller un peu plus loin dans ce sens, eh bien, on a plus récemment des données qui nous viennent du Canada également sur l'essai randomisé MANAGE, où eh bien, donner un anticoagulant oral direct, qui ici est du dabigatran, à des patients post-opératoires qui ont une lésion myocardique, eh bien, diminue les événements de 20% par rapport aux patients qui reçoivent un placebo, et ce, sans augmenter les complications hémorragiques. Donc finalement, quels sont les défis pour l'avenir dans cette période post-opératoire ? Eh bien, je crois, et ça fait écho à ce qui avait été discuté précédemment sur la place des recommandations canadiennes, c'est de réfléchir de façon multidisciplinaire au dosage systématique de la troponine. Alors, peut-être évidemment en rationalisant cette démarche, peut-être en optimisant l'identification des patients à plus haut risque, probablement en structurant un parcours de soins du préopératoire au post-opératoire et après, pour organiser le devenir de ces patients dont on ne sait finalement pas grand-chose, et puis de conforter les données que l'on a sur la place des anticoagulants oraux directs. Merci beaucoup Anne-Céline. On va donc pouvoir attaquer la dernière discussion donc, de cette session. De manière très concrète, pour être très clair, hein, pour ceux qui nous écoutent, donc le dosage préopératoire systématique de la troponine n'est pas recommandé. Le dosage post-opératoire de la troponine est recommandé. Est-ce que c'est pour tous les coronariens? Et sinon, lesquels? Et combien de dosages? Et qu'est-ce que tu fais des patients qui ont été proposés pour une chirurgie à faible risque, éventuellement ambulatoire? Moi, je suis très inquiet quand je vois les résultats de l'étude vision dont tu as parlé, et on passe souvent sous silence cet aspect de vision. 16%, si je me souviens bien, des patients qui font un dommage myocardique post-opératoire, avec l'impact que l'on connaît sur leur pronostic, étaient des patients étiquetés à faible risque chirurgical, et un certain nombre d'entre eux étaient prévus et programmés en ambulatoire. Alors, il y a plusieurs questions et donc plusieurs réponses. Aujourd'hui, les seules recommandations qui font de la place à la troponine, on va dire post-opératoire, ce sont les recommandations canadiennes. Ils en font une recommandation forte, avec un niveau d'évidence qui est le même que le nôtre, les mêmes données, mais une recommandation qui est forte. La définition d'une lésion myocardique post-opératoire, c'est deux choses. C'est une augmentation au-dessus d'un seuil absolu et puis une augmentation par rapport à une valeur basale. Donc, ça sous-entendrait que les patients chez qui on souhaite doser la troponine en post-opératoire devraient aussi l'avoir en préopératoire. À qui ces dosages de troponine sont-ils conseillés et recommandés aujourd'hui? Alors, ça diffère un petit peu des recommandations, parce que dans les recommandations européennes que tu as montrées, de 2014, Étienne, il y avait déjà suggéré la possibilité de doser la troponine post-opératoire pour stratifier un risque post-opératoire. C'était du 2B, mais c'était déjà apparent. Et les recommandations, celles-ci, le proposaient aux patients avec un score de Lee supérieur à 2, qui ne pouvaient pas faire 4 mètres, globalement quelque chose qui était un petit peu dans ce qu'on fait nous pour caractériser le haut risque. En revanche, les Canadiens ont une définition beaucoup plus large du patient à risque, puisque c'est un score de Lee à 1, puisque c'est un patient de 65 ans, c'est un patient de 45 ans avec une pathologie cardiovasculaire sous-jacente. Donc, en effet, en suivant ces recommandations, on arrive à quelque chose de très très large. Je pense que tous les défis à venir, c'est justement d'aller définir à quel patient il faut aller faire ce dosage de troponine. A priori, pour la chirurgie majeure, et des patients qui sont donc à risque. À risque selon quel algorithme? Je crois que tout est là, et le post-opératoire est à mon avis tout à fait lié au préopératoire et repose la question de l'utilité du BNP. Est-ce que
sur notre algorithme que nous avons là, est-ce que rajouter un BNP, le faire aux patients à risque intermédiaire, permet de réchapper et de recapturer quelques patients, les faire basculer dans le risque élevé et dans ces cas-là, leur proposer la troponine post-opératoire. Moi, je me souviens qu'en 2014, finalement, de manière un petit peu en tant que précurseur, les recommandations européennes se mouillaient déjà en suggérant de doser, comme tu l'as justement rappelé, la troponine post-opératoire à partir du moment où le score de Lee était supérieur à 2 ou supérieur à 3 en chirurgie non vasculaire. Mais elle disait aussi où si l'Apgar chirurgical à la sortie du bloc opératoire est inférieur à 7. Donc elle intégrait éventuellement des complications opératoires, c'est ça, qui peuvent changer la stratégie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui peuvent nous amener à prescrire une cinétique de troponine, à mettre le malade à l'USC, alors que ce n'était pas forcément prévu au départ, c'est ça ? Oui, exactement, et c'est vrai que c'est pas avant-gardiste, enfin c'est pour le coup, c'est un positionnement qui était assez nouveau, qui n'est pas repris par les recommandations canadiennes, mais qui est assez cohérent intellectuellement, de pouvoir adapter une prise en charge post-opératoire à des événements nouveaux qui n'étaient pas anticipés sur le bilan préopératoire. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui doit aussi être exploré dans les années à venir. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir par rapport à ça ? Non, moi, effectivement, j'abonde dans un peu le message et l'impression que tu veux faire passer. C'est-à-dire que quand le dire plus simplement, un patient stable qui ne fait pas d'événements cliniques, qui n'a pas eu d'événements péropératoires, probablement qu'il n'y a pas de place encore pour faire un dosage systématique de troponine. En revanche, prendre en compte évidemment l'instabilité hémodynamique, l'hémorragie en tout cas, et l'Apgar est un très bon moyen de synthétiser tout ça, effectivement, et de guider notre stratégie là-dessus, ça me paraît être essentiel en effet. Où est-ce qu'on en est, Rémi, de la mise en place et de l'utilisation en routine de l'Apgar chirurgicale, en chirurgie vasculaire, en chirurgie thoracique, par exemple, chez nous, à Lyon ? À l'heure actuelle, il figure sur tous les comptes rendus d'anesthésie en chirurgie non cardiaque. Voilà. Donc faites comme nous. Le temps passe très très vite. On arrive quasiment donc à la fin de cette session. Il nous reste 4 minutes et je vais vous redonner la parole à chacun successivement 1 minute pour que finalement, en guise de conclusion, vous nous disiez sur le sujet que vous avez traité quel est le message principal, ou les 2 messages principaux, l'idée force que vous voulez faire passer. Donc je commence par toi, Rémi, sur l'évaluation, la stratification du risque préopératoire et le réajustement par l'Apgar chirurgical en fin d'intervention. Quel serait ton message, tes 2 messages ? Moins d'1 minute. Moins d'1 minute. C'est pour moi d'une importance majeure de faire cette stratification de préopératoire. On l'a vu tout au long de la session, ça détermine beaucoup de choses après, à la fois le monitorage préopératoire, la surveillance post-opératoire. Le score de Lee garde une place centrale. Il y a ces recommandations canadiennes qui posent vraiment question et qu'on finira peut-être par adopter pleinement. Et comme on l'a redit plusieurs fois, le fait de moduler la stratification qu'on avait fait en préopératoire par les événements péropératoires, et je parle du score d'Apgar chirurgical, ça permet probablement de faire mieux. Ok, pour répondre à une question d'un internaute qui arrive, les critères de l'Apgar chirurgical, donc on le rappelle, c'est la valeur la plus basse de pression artérielle moyenne, la valeur la plus basse de fréquence cardiaque pendant l'intervention et une estimation du saignement péropératoire qui est peut-être la chose la plus difficile. Exactement. Étienne, sur l'optimisation des traitements médicamenteux. En très très court, on redire que ces traitements ils sont très codifiés, que donc pour essayer de les optimiser, il faut d'abord connaître les principaux médicaments et leurs indications, IEC, bêta-bloquants et maintenant Entresto, inhibiteur de la niprilysine, et savoir se coordonner avec les cardiologues pour prendre des décisions de report qui doivent être multidisciplinaires avec le chirurgien, l'équipe de cardiologie. J'aime bien l'expression de Heart Team qui est plus que jamais doit exister. Après, le deuxième message, et ça c'est une stratégie qu'il faut avoir au bloc
et anticiper la reprise de ces traitements qui est tout aussi importante pour prévenir les complications à plus long terme. Et chez des patients traités par des médicaments IECRA2, s'attendre à plus d'hypotension, mais du coup s'armer de monitorage et traiter agressivement ces hypotensions. Marc-Olivier, en péropératoire, les mots-clés. Dès la consultation d'anesthésie, après réflexion de protocole de service, monitorage complet, individualisé et un suivi post-opératoire. Plus facile à dire qu'à faire, mais un vrai investissement et un vrai défi, c'est ce qu'on disait, pour l'anesthésiste réanimateur moderne, parce que je crois que le paquet, il faut le mettre sur ces malades à risque. Tout à fait. Anne-Céline, en post-opératoire, donc. Pour aujourd'hui, donc pas beaucoup de choses codifiées, un domaine en pleine évolution. Mettre de l'aspirine et des statines quand on a une lésion myocardique, mais surtout réfléchir à l'organisation de la suite, c'est-à-dire à qui doser cette troponine et comment l'intégrer dans un parcours de soins collégial où il y a des anesthésistes réanimateurs, des cardiologues. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Il me reste donc à vous remercier tous les quatre pour la qualité de vos interventions. C'est difficile de faire concis en peu de temps. Pour les réponses, j'espère qu'on a apporté un certain nombre d'éléments de réponse et qu'on a répondu. On ne peut pas répondre à toutes les questions qui nous sont posées parce qu'il y en a beaucoup, mais à un certain nombre d'entre elles. Je vous souhaite donc un très bon ISFAR 2020 et je vous donne rendez-vous pour les sessions qui vont suivre. Merci.